is very important. They are young students, young people who have detached themselves from the sectarian system. And this is what people in power are not understanding. I'm going to tell you, we see people in power and their surrounding and their families getting richer and richer and richer, and us, the people, getting poorer and poorer and poorer. دونك لا ديريكسيون بيروت في لبنان من رانا رايحين نستقبلوا الاخت رنا خوري مناضله سياسيه. Donc c'est une activiste politique, entrepreneur sociale et enseignante de communication à l'université américaine de Beyrouth. Rana, مساء الخير. مساء الخير. La liberté, pour moi, c'est le combat qui vaut le plus la peine. Le Liban se porte, si on va voir de loin, il se porte très très mal. Nous avons une crise économique vraiment sans précédent. La guerre civile a commencé en 1975 au Liban et est restée jusqu'en 1990. Et depuis, c'est exactement la même classe politique qui gouverne le Liban sur des bases sectaires. Donc c'est un peu un gâteau qu'ils ont séparé entre eux-mêmes. Au point de vue des libertés, ça va aussi plutôt mal. Le Liban a été, au moins à une époque, connu pour être un fief de la liberté, d'expression au moins. Et maintenant, les gens se font interpeller pour des statuts Facebook, pour des tweets, qui par exemple critiquaient le président de la République, un ministre, le gouvernement. C'est un système démocratique sur papier, mais ce n'est pas un système laïque. Le Parlement est à 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Le président est chrétien, le Premier ministre est musulman sunnite et le chef du Parlement est musulman chiite. Donc la crise des poubelles, c'est que les Libanais et les non-Libanais, donc les gens qui vivaient au Liban, se réveillaient un jour et les poubelles envahissaient toutes les villes du Liban. Pourquoi ? Parce que la classe politique n'était pas d'accord sur qui va prendre le ramassage des poubelles dans cette ville, qui va prendre ce ramassage ici, qui va faire de l'argent. Et donc, comme ça, ils ne se mettaient pas d'accord, les poubelles étaient dans la rue. On savait évidemment qu'il y avait beaucoup de corruption au Liban, qui existe toujours d'ailleurs. Mais là, on l'avait vu et on l'avait senti, elle était devant nous. Et donc, il y a eu des premières manifestations ici en 2015, justement pour pouvoir arrêter cette invasion de poubelles qui nous tuait d'ailleurs. De quoi vit le Liban en fait ? Quelles sont les sources de revenus ? Le Liban est un pays qui vit beaucoup du secteur des services, du tourisme, de la restauration. Nous n'avons pas de grandes industries libanaises, nous n'avons pas de pétrole. C'est pas vraiment un pays qui peut se ressourcer lui-même. Nous avons beaucoup besoin d'imports. Et donc, avec la crise économique, évidemment, qui est due à la corruption de la classe politique, à la mauvaise gérance, maintenant, il y a eu une grande dévaluation de la livre libanaise. Ça aussi, ça a affecté beaucoup le pouvoir d'achat des Libanais. Donc, au Liban, tu peux payer en dollars ou en livres libanaises. Et aujourd'hui, je crois qu'on est les plus pauvres qu'on n'a jamais été dans notre histoire récente. Donc la cause de la révolution, c'est la classe politique libanaise. Ça, c'est la cause. C'est la classe politique libanaise qui oppresse son peuple, qui le fait vivre dans la pauvreté. Je crois, c'est mon point de vue, c'est un cumul de toutes des gaffes et les crimes de la classe politique. Bon, évidemment, il y a eu quelques mois auparavant de grands incendies dans les forêts libanaises. Le gouvernement avait la responsabilité évidemment d'éteindre le feu. On a appris qu'il n'y avait vraiment aucun plan. Il y avait même des hélicoptères qui ont été donnés au gouvernement, offerts au gouvernement libanais. Ils ont été délaissés. Un cumul de taxes imposées sur le peuple libanais. La dernière taxe était une taxe sur notre communication WhatsApp. Et ce n'est pas parce qu'il y a une taxe sur le WhatsApp, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on taxe tout dans une oppression non seulement politique, mais aussi de liberté, aussi simple que la liberté d'expression. Et donc, il y a eu une révolution qui demandait, premièrement, un changement du gouvernement, des élections parlementaires anticipées, de rendre ce qu'ils ont volé. Il faut savoir aussi que les révolutionnaires ont été tués pendant la révolution. Il y a eu un nouveau gouvernement maintenant et c'est un gouvernement qui est proche de la classe politique. Donc, même s'il est sous un label de ce qu'on appelle technocrate,
ce qu'ils appellent technocrates. Écoute, je crois que comme partout dans le monde, on est très, 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 très différents les uns des autres. Évidemment, donc il n'y a pas une seule jeunesse libanaise. Nous pouvons être des socialistes, des libéraux, des conservateurs, etc. et voir un État d'une façon différente, mais dans la vision d'un État qui respecterait tout ceci et toutes ces différences et le droit de chacun de pouvoir penser ou de chacune de pouvoir penser comme il veut et comme elle veut. Une solidarité sans précédent, un courage sans précédent et aussi un espoir, mais aussi beaucoup de fureur. Je crois qu'on est fâché, je vais dire ça comme ça. On est en colère. Et je crois que ça aussi est un point commun entre la jeunesse du Liban. Je crois qu'on ne peut pas faire de la politique sans parti politique. Et la classe politique actuelle a empêché la formation de nouveaux, empêcher, ça ne veut pas dire toujours directement, mais ça peut être des fois indirectement, de nouveaux partis politiques. Et ça ne veut pas dire que toute la révolution doit être sous un seul parti politique, pas du tout. Mais je crois qu'on ne peut pas faire une politique ou un changement à long terme sans parti politique moderne, jeune, évidemment. C'est la seule possibilité de pouvoir faire un changement bien ancré et qui va à long terme. Ce que j'ai ressenti le 22 février était une motivation et un espoir pour nous. À mon avis, on a un rêve et un espoir en commun. C'est de pouvoir voir un pays, une région, un monde qui pourrait être évidemment libre, mais aussi qui pourrait être bâti par le courage de ces peuples. J'aimerais vous dire merci pour le courage que vous avez eu, que vous avez toujours. J'ai toujours voulu aller en Algérie et j'espère pouvoir le faire très bientôt. On t'accueillera à bras ouverts. En tout cas, je pense que tout le monde sera d'accord pour le faire. Je te remercie vraiment. Je terminerai avec une citation de Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, qui disait face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté.